Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de cette nouvelle édition de l'EcoTalk, il est question d'un secteur fort générateur de richesses et pourvoyeur d'opportunités de travail. Il s'agit de l'immobilier, un secteur qui a subi les séquelles de la pandémie. Pour justement avoir une idée sur comment est-ce que le secteur a vécu la pandémie, est-ce qu'il verra-t-il le bout du tunnel, à quel prix et par quels moyens? Pour justement aborder ce genre d'interrogation, j'ai le plaisir de m'adresser à M. Amin Jar. C'est Amin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes consultant expert en immobilier et vous êtes aussi vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Pour enchaîner, et en juger par les indicateurs relatifs au secteur, notamment le principal baromètre qui est le ciment, on constate que l'essoufflement du secteur ne date pas de la pandémie, mais de bien avant. Y a-t-il de vrai dans ça? Oui, en effet. Donc, le secteur de l'immobilier connaît un essoufflement depuis environ 2012. Depuis cette date, nous avons constaté au niveau de ce secteur une baisse continue des principaux indicateurs qui s'explique à notre sens et au mien par une crise à trois niveaux. Le premier niveau de cette crise, c'est une crise entre les acheteurs et les promoteurs et qui se traduit par le nombre de transactions qui a connu une baisse certaine depuis un certain nombre d'années. Deuxième niveau de cette crise, c'est une crise entre les promoteurs immobiliers et les autorités en charge du secteur ces dernières années, puisque nous avions constaté une absence de vision quant à l'avenir de ce secteur, mais aussi un certain nombre de grands problèmes qu'on essaiera de traiter tout au long de cette interview. Troisième niveau qui explique cette crise, c'est une crise entre les promoteurs immobiliers et les entreprises de construction. Et l'indicateur qui explicite cette crise, c'est le délai de paiement. Aujourd'hui, le délai de paiement des entreprises qui opèrent dans le secteur de la construction et essentiellement les TPME est un délai qui est catastrophique puisqu'il dépasse les 160 jours, ce qui explique un petit peu cette défiance entre ces opérateurs dans ce secteur. Cette problématique de délai de paiement, c'est dû à des crédits interentreprises ou à des chantiers publics? C'est essentiellement de l'interentreprise. C'est de l'interentreprise, puisque comme vous le savez, la plupart des promoteurs immobiliers sous-traitent donc leur projet auprès d'entreprises de construction, et essentiellement de petite ou moyenne taille. Et cette problématique de délai de paiement est tout à fait concrète dans cet environnement. Donc finalement, ce sont les petites entreprises qui servent de banquiers aux grandes entreprises. Quelque part, ils le servent de banquiers dans la mesure où les délais de paiement dépassent les 120 jours. Est-ce qu'on peut dire qu'ils servent de banquiers? Je ne le crois pas, parce que ces entreprises souffrent, pour ne pas dire sont dans le martyre. Et un certain nombre d'entre elles, avec la crise du Covid dont on va parler, ont dû fermer boutique. Parce qu'ils n'avaient pas de quoi subvenir donc, à leurs besoins. Donc, mais avec le confinement et avec le Covid, il y a eu des défaillances d'entreprises. Vous avez une idée sur le nombre de faillites, autrement dit, quel est le réel impact du Covid sur le secteur? Est-ce que vous avez une idée? Je vais vous donner un certain nombre d'indications au niveau de la période du Covid, donc, et surtout avec la haute période du Covid qui était les 4 premiers mois où il y avait le confinement quasi total. Mars, avril, mai. Il y avait à peu près 95% des entreprises qui étaient à l'arrêt. D'accord. Les chantiers, pour 90% des chantiers de construction étaient à l'arrêt. D'accord. Au niveau des ventes, et ça c'est des chiffres que nous avons donc constatés avec les notaires, c'était un quasi-arrêt total des transactions. D'accord.
et les promoteurs immobiliers avaient estimé leurs pertes donc, durant cette période à peu près aux environs de 500-600 millions de dirhams par mois. D'accord. Ce qui est quand même énorme, parce qu'ils devaient faire face à des échéances vis-à-vis des entreprises de construction, même si, là, je parle essentiellement des gros qui étaient obligés de payer. Il y avait les salaires, il y avait un certain nombre de coûts fixes qu'il fallait donc quand même assumer pendant cette période. Le comité de veille économique, pendant cette période-là, est-ce qu'il était d'un grand secours? Autrement dit, mais au niveau de la Caisse centrale de garantie, est-ce qu'il a apporté quelque chose aux professionnels en matière de crédit producteur? Alors pour les promoteurs immobiliers, en fin de cycle, de ce début de pandémie, parce qu'il n'y a pas de fin de cycle, c'est encore aujourd'hui, on dirait même que ça va redémarrer. On espère, Inch'Allah, que ça va s'arrêter, mais bon, pour l'instant, les prémices ne sont pas très optimistes. Donc, il y a eu donc la mise en place au niveau du comité de veille d'une ligne de soutien donc aux promoteurs immobiliers pour leur permettre de régler quelques échéances, notamment pour essentiellement les salaires et donc et ça a tourné ça allait jusqu'à 50 millions de dirhams. Par promoteur, mais c'était essentiellement pour les promoteurs d'une certaine taille. C'est eux qui ont bénéficié en priorité de ce type d'aide. D'accord. Au niveau de la Caisse centrale de garantie, vous avez... La Caisse centrale de garantie garantissait, c'est les découvertes qui étaient données par les banques pour ce type d'opération. D'accord. Il y a eu, pour les acquéreurs, pour surtout ceux qui étaient les petits donc acquéreurs de programmes sociaux, il y a eu le fait qu'on a pu décaler les échéances de crédit et logement de 3 mois et qui ont été une deuxième fois prorogées. Mais toutes choses égales par ailleurs, vous situez la reprise à quel horizon? L'année prochaine, l'année d'après, l'année suivante? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas prédire de l'avenir, mais déjà, donc, il y a un semblant de reprise dans le secteur. Et je crois que, donc, avec l'avènement de ce nouveau gouvernement et de la nouvelle vision qu'il apporte, il y a une volonté donc, de faire redémarrer ce secteur. Donc, aujourd'hui, nous voyons... Si vous le permettez, on va revenir à la chose tout à l'heure. Mais on peut déjà se mettre d'accord on ne peut que constater l'essoufflement de logement social qui a caractérisé la décennie, je présume la décennie 2010-2020. Alors pour le social, le logement social, et vous faites bien d'en parler, c'est un produit qui est éminemment important pour répondre aux besoins de la population, essentiellement celle qui a des revenus faibles et les défavorisés. Le plan initial donc, du logement social s'arrêtait en 2020. Et au niveau de l'Alliance des économistes Istiqlaliens, nous avons en 2019 déjà fait un certain nombre de propositions pour essayer de devancer la fin de ce programme. Donc, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, en 2021, il y a eu arrêt donc, de ce système. Et aujourd'hui, nous vivons essentiellement sur le stock de ce qui a été autorisé jusqu'à fin 2020. Or, comme vous le savez, les besoins en logements sociaux ne vont pas s'arrêter. Au contraire, ils vont aller en augmentant. Seulement, et c'est ça l'erreur qui avait été faite, et je crois que maintenant c'est en train d'être repensé et réfléchi, c'est qu'on a oublié de réfléchir en aspect territorial. Aujourd'hui, il faut tout faire pour qu'on puisse donc implanter le logement social là où il y a le besoin, dans les territoires éloignés, pour veiller à enlever le déséquilibre territorial que nous constatons à ce niveau-là. D'accord. Mais au-delà de l'habitat social,
Est-ce qu'il y a une visibilité concernant la prochaine décennie et concernant un produit dédié à la classe moyenne? Parce que généralement, on constate que la classe moyenne, soit elle se rabat entre guillemets sur un logement social qui n'est pas adéquat, soit elle achète un logement, un habitat à des prix qui est hors sa portée. Alors avant de nous aventurer donc à parler de ça, il faut déjà définir quel est le besoin de cette classe moyenne. D'accord. La classe moyenne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un logement abordable, de qualité, Oui. et qui se trouve dans un environnement adéquat. Quand on parle d'environnement adéquat, c'est quoi? C'est les espaces verts, c'est la proximité des équipements, notamment l'école, tout ce qui a trait à la santé, les loisirs, et aussi que ce soit pas loin des bassins d'emploi ou qu'il y ait une connectivité souple et facile pour y arriver. Donc l'implantation de ce type de logement est tout à fait important. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une tentative donc, de mettre en place un produit pour le logement de la classe moyenne qui a totalement échoué parce qu'il était uniquement fondé sur le prix. D'accord. Hein, aujourd'hui... Donc la politique de l'habitat ne peut être axée essentiellement sur les bas prix. Parce que beaucoup de gens constatent que non seulement il faut un habitat valable, mais encore qu'il soit viable. Encore faut-il qu'il soit viable. Non, non. L'habitat, la politique de l'habitat doit être axée sur déjà la nécessité d'avoir une mixité. On ne peut pas encourager la mise en place de ghettos. Oui. D'accord. Parce qu'on veut parler du bas prix, ça c'est pas bon. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse pour la population, c'est d'avoir un logement décent, mais surtout de qualité. D'accord. Tout le monde a droit à la qualité. D'accord. La population a droit, de favoriser a droit à avoir un logement de qualité qui réponde à ses besoins, qui ne sont pas les mêmes que ceux de la population qui appartient à la classe moyenne, mais elle a des besoins essentiels auxquels il faut répondre. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse s'orienter vers des ensembles immobiliers où la mixité est privilégiée. On ne peut plus continuer à promouvoir des ghettos d'ensembles immobiliers à bas coût. Est-ce que vous ne pensez pas que l'offre de demain sera nécessairement inadéquate à la demande des ménages? Dans la mesure où le Covid a tiré un enseignement fort intéressant, c'est que les gens aspirent à un logement qui peut se prêter à un cadre de travail modulable. Est-ce que vous pensez que ça va changer, que ça va avoir un impact sur le futur en matière d'habitat? C'est inéluctable. Aujourd'hui, le confinement a démontré donc les déficiences et les défaillances de l'habitat que nous avons aujourd'hui chez nous. Aujourd'hui, les besoins du citoyen marocain, donc surtout avec cette pandémie où il est resté confiné et où on commence à parler du travail à domicile, donc fait que le besoin aujourd'hui du citoyen va complètement changer et évoluer. Et comme vous le savez, l'offre doit rejoindre la demande, donc nécessairement les habitudes aujourd'hui des promoteurs immobiliers vont changer dans la conception et le concept même du logement. Aujourd'hui, les gens recherchent un peu plus d'espace, ils recherchent le soleil, ils recherchent à avoir donc des espaces verts. S'il faut y aller, même si c'est un peu en dehors de la ville, ils le feront. Encore faut-il que nous puissions penser à la connectivité, à l'existence des équipements, etc., etc. Mais grosso modo, pour ce genre d'habitat, pour ce genre de logement, vous situez la traite mensuelle, par exemple, d'un fonctionnaire ou d'une classe moyenne, à quelle hauteur à peu près? À hauteur de 35 à 40% maximum de son revenu global. Sur une période de? Moi, je suis pour qu'on aille jusqu'à 25 ans ou même au-delà, parce que le logement, comme vous le savez, c'est un bien qui est donc essentiel pour la famille marocaine et qui
et en général légués donc aux ascendants, aux descendants, pardon, aux descendants. Donc, et aujourd'hui, c'est un bien où il faut vraiment prendre la peine de le choisir d'une manière tout à fait délicate, parce que en général, comme vous le savez, on change rarement de logement, maximum une ou deux fois dans sa vie, pas plus. D'accord. Et pour aller justement dans ce sens, qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais bien avoir votre avis sur l'idée selon laquelle il y a des gens qui disent qu'il serait beaucoup plus intéressant d'opérer une inflexion de la politique incitative de l'État. Au lieu de donner des incitations fiscales aux promoteurs ou des incitations au niveau de foncier, opter directement à une sorte d'aide directe aux acquéreurs, aux bénéficiaires. Alors, des discussions qui ont été menées par les instances de la Banque mondiale avec le gouvernement ces derniers temps, même ces 2 dernières années, et du ministère de l'Habitat. Donc cette réflexion de mettre en place une aide directe aux acquéreurs uniquement a commencé à faire son chemin. Je ne suis pas contre quand on est dans des zones urbaines où le logement existe en grand nombre. Mais quand on est dans des régions, des territoires lointains, pour y faire arriver des promoteurs immobiliers qui vont y investir, on sera amené donc inéluctablement à les intéresser. Mais ce que nous avons prôné, donc déjà au niveau de l'Alliance des économistes circlaliens, c'est qu'on travaille sur une nouvelle génération donc de conventions avec les promoteurs. Aujourd'hui, quand on parle incitation, il faut qu'en face, il y ait des engagements fermes de création d'emplois, d'utilisation des matériaux locaux, et d'utilisation des entreprises locales. Aujourd'hui, si on veut aider quelqu'un, il faut qu'en face, on puisse renforcer notre souveraineté aujourd'hui nationale qui, pour nous, notamment au niveau industriel, est importante, et dans l'industrie des matériaux de la construction, mais aussi de la construction, c'est aujourd'hui donnée qui doit être primordiale. Il faut réfléchir en termes de création d'emplois, en termes d'utilisation de produits made in Morocco, pour pouvoir aspirer à être aidé. Quand on est dans des contrées lointaines où aujourd'hui il y a un déséquilibre territorial et un déséquilibre en termes de logement important et un besoin identifié en logement social, il est bien évident que nous serions amenés donc à inciter ces gens-là à y aller. Mais là, ça pose un petit problème d'une vision urbanistique planifiée, beaucoup plus qu'anticipée. Alors, comment déjouer ça? Alors, je vais vous dire, il y a des outils importants qui ne sont pas utilisés, qui permettent de répondre à votre question. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Il y a les schémas régionaux d'aménagement urbain. Il y a les schémas régionaux d'aménagement du territoire qui sont faits au niveau de régions et qui réfléchissent sur les 10, 20, 30 années qui viennent sur l'implantation des zones urbaines, des zones industrielles, et qui réfléchissent sur la base de prospectives démographiques sur comment va se développer la ville, comment va se développer le logement. Je crois que si on utilise ces outils qui sont pour moi des outils très 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 importants et essentiels dans la programmation donc, des stratégies, et notamment des stratégies urbanistiques et des stratégies aujourd'hui en termes de besoins en logement, nous pourrions donc anticiper au niveau du gouvernement sur les stratégies à adopter pour orienter notre politique de l'habitat vers tel type ou tel type de logement, vers telle ou telle région. C'est pour ça que nous avons toujours prôné une approche régionale donc de tout ce qui est trait à l'urbanisme pour pouvoir donc répondre aux attentes et besoins de la population. Est-ce que vous n'estimez pas que les documents urbanistiques s'inscrivent dans le moyen long terme
alors que la démographie évolue rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas de décalage? Non, les documents d'urbanisme aujourd'hui sont un élément essentiel donc, de la politique de l'habitat. La généralisation de ces documents d'urbanisme sont en cours. Nous espérons que ça va s'accélérer, mais aussi que ça va être digitalisé. Ça a déjà commencé, un travail a été fait. Aujourd'hui, nous aspirons à ce que ces documents soient généralisés et tous mis sur le portail, donc pour éviter tout ce qu'on entend ici ou là et permettre aux investisseurs d'avoir une vision claire sur les destinations des terrains qu'ils veulent éventuellement acquérir ou où ils veulent investir. Est-ce qu'on peut dire par là que demain, il va plus y avoir de problème de dérogation? Un mécanisme qui était bon, qui était initié à titre exceptionnel et qui quelque part guide les schémas urbanistiques jusqu'à une date récente. Vous savez, dans notre livre blanc sur notre réflexion sur le devenir du secteur, nous avons demandé à ce que ce système de dérogation soit éliminé ou réduit au strict minimum. Strict minimum. Aujourd'hui, si nous avons nos documents d'urbanisme généralisés, nous savons où nous implanter, nous n'avons pas besoin de dérogation, sauf s'il y a un programme tout à fait exceptionnel qui répond à des desiderata d'ici ou là, mais sinon, tout le monde doit respecter l'urbanisation donc telle qu'elle est planifiée partout. Cette urbanisation tient-elle compte de l'environnement, de l'écologie, dans l'acte de construire de demain? Bien entendu, elle tient compte. Et comme vous le savez, aujourd'hui, à titre d'exemple, l'efficacité aujourd'hui énergétique dans l'acte de construire est devenue importante. Est devenue une donnée importante. Aujourd'hui, le ménage marocain commence à faire attention à tout ce qui a trait donc à l'écologie, à l'environnement. On a parlé tout à l'heure des espaces verts. Aujourd'hui, les espaces verts sont une donnée qui est aujourd'hui très demandée dans les ensembles immobiliers, et les gens, quand ils viennent acheter, c'est une des premières choses qu'ils regardent. Est-ce qu'ils sont englués dans une mastodonte d'immeubles ou ils sont dans des espaces aérés et comme vous le savez, la crise de la Covid a renforcé ce sentiment d'avoir de l'espace pour pouvoir respirer, surtout quand ils ont été confinés. L'annonce vient d'être faite de la tenue prochaine des assises de l'habitat et de l'urbanisme. Généralement, qu'attendent les professionnels de ce genre d'événement? Est-ce qu'on peut prétendre à un nouveau modèle immobilier? Les professionnels de l'immobilier attendent d'avoir une vision. Aujourd'hui, comme vous le savez, tout investisseur, dans quelque secteur qu'il soit, a besoin d'avoir une vision sur le futur de son secteur. Au niveau de l'immobilier, il y a eu donc la tenue du 2e Conseil national donc, de l'habitat, où il y avait été annoncé qu'une vision sur le secteur allait être publiée. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je sais qu'au niveau donc, du gouvernement actuel, il y a une volonté certaine de donner de la clarté donc, pour les opérateurs du secteur pour pouvoir être un peu plus rassurés donc, sur le devenir de ce secteur. Cette vision doit s'appuyer sur le renforcement bien entendu de la souveraineté nationale dans le secteur. Elle doit aussi penser, comme vous venez de le dire, sur l'habitat de demain, comment on le voit. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du secteur, de nouvelles technologies sont entrées, de nouvelles façons de faire les études. Vous avez le BIM, vous avez donc le digital qui est devenu prépondérant. Et aujourd'hui même, les matériaux de construction commencent à évoluer. Et je crois que
la tenue de ces assises, je l'espère en tout cas, c'est d'avoir une réelle vision sur que va devenir l'habitat de demain, mais aussi comment il va être accompagné. D'accord. Accompagné en termes réglementaires, comme vous le savez, certain nombre de lois qui ont été initiées jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas encore sorties. Il y a aussi donc un peu plus de digitalisation de tous les process. Ça a été entamé notamment au niveau des agences urbaines. Il faut que ça soit accéléré donc, et généralisé. Et au niveau aussi donc, du soutien et de la solvabilisation de la demande, il y a des efforts donc, qui doivent être faits, notamment par le secteur bancaire, mais aussi par des institutions donc, étatiques, notamment au niveau de la conservation foncière, etc., pour donner donc, un peu plus de moyens aux gens pour acheter. Sachant que le secteur il se situe à hauteur de 30% des engagements bancaires, est-ce que le secteur est bien accompagné par les banques? Surtout en ces temps de Covid. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le secteur de l'immobilier occupe une place prépondérante dans les engagements bancaires. Hein. Le secteur bancaire a accompagné le développement de ce secteur pendant un certain nombre d'années. Effectivement, avec donc la crise qui s'est opérée depuis un certain nombre d'années, il y a, je ne dirais pas une méfiance, mais un regard plus prudent des banques vis-à-vis de ce secteur. Mais il leur est demandé aujourd'hui de soutenir encore plus donc le développement, surtout la solvabilisation de la demande. Il faut qu'ils y participent. Et je sais que des efforts vont être faits dans ce sens. D'accord. Je peux avoir un dernier mot sur les spoliations immobilières et les affaires d'escroquerie qui ont ébranlé l'écosystème de manière générale et qui ont mis à mal le système juridique censé justement contrer ce genre de pratiques. Je viens de vous le dire, aujourd'hui, l'aspect réglementation est très important. D'accord. Est très important. Aujourd'hui, quelques affaires d'escroquerie que vous avez, qui ont fait donc la une de la presse, ont en fait été possibles parce qu'il y avait une absence de, je dirais pas de protection juridique, mais de réglementation. D'accord. Qui réglementait notamment la vente en l'état futur d'achèvement. Et qui a permis à certains, excusez-moi le terme, margoulins, de profiter donc de certains clients, de la confiance de certains clients, et qui les a spoliés, qui les a donc roulés dans la farine, comme on dit, malheureusement. En ce qui concerne la spoliation donc, foncière, je crois qu'il y a une réglementation très ferme qui a été ordonnée au plus haut niveau de l'État, au niveau de Sa Majesté, et qui a été reliée par les autorités judiciaires, et qu'aujourd'hui, je crois que la réglementation est devenue plus serrée à ce niveau-là. Donc on peut espérer très prochainement un regain de confiance. C'est tout le mal qu'on souhaite à ce secteur. D'accord. Sur ce, on clôt notre émission. Merci Siamine Jar d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous prochainement à une nouvelle émission avec un nouvel invité. Merci une fois de plus Siamine Jar. Merci à vous.